Pour leur anniversaire, j'ai offert une boîte mystère, mais ils m'ont traité de parasite et chassé. J'ai ri en révélant ce qu'il y avait dedans. Depuis qu'ils savent la vérité, ils me harcèlent et me supplient de revenir. Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 28 ans, et ma propre mère vient de me traiter de profiteuse incapable de survivre seule, juste devant 50 invités à sa fête d'anniversaire de mariage. Mon beau-père a ajouté, « On n'a pas besoin de ton cadeau bas de gamme. Reprends-le et sors d'ici. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement souri, ouvert la boîte, et je leur ai dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Depuis cette soirée, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Tous les appels ne méritent pas une réponse. Pour comprendre pourquoi je me tenais là avec cette boîte, je dois vous ramener 12 ans en arrière, le jour où tout s'est effondré. J'avais 16 ans quand j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Mon père, David Dubois, était ingénieur en BTP. Pas riche, loin de là, mais le genre d'homme qui faisait des heures supplémentaires juste pour emmener sa famille en week-end à la mer. Le genre d'homme qui se souvenait de chaque spectacle de l'école, de chaque réunion parents-professeurs, de chaque petit moment que la plupart des pères oublient. Ce mardi matin-là, il m'a embrassé sur le front avant de partir pour un voyage d'affaires en Bourgogne. Quand je reviendrai, on ira visiter ce campus universitaire qui te fait de l'œil, a-t-il dit. Commence à penser à ton avenir, ma chérie. Il n'est jamais revenu. Un chauffeur de poids lourd s'est endormi au volant. Ils nous ont dit que ça avait été instantané, qu'ils n'avaient pas souffert, comme si c'était censé rendre les choses plus faciles. À l'enterrement, j'ai regardé ma mère, Hélène, accepter les condoléances avec une grâce étudiée. Je pensais que nous ferions notre deuil ensemble. Je me trompais. En 2 semaines, elle avait emballé toutes les affaires de papa dans des boîtes en carton. Ses livres, ses outils, même la montre que son père lui avait donnée. Elle ne m'a pas demandé si je voulais garder quelque chose. Pas une seule chose. J'ai compris pourquoi en l'entendant au téléphone un soir, sa voix basse, mais indubitablement excitée. L'argent de l'assurance est arrivé, a-t-elle dit. Je peux enfin tout recommencer. Tout recommencer. Comme si les 16 dernières années n'avaient été qu'un brouillon qu'elle était prête à froisser et à jeter. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai mis des années à reconstituer, c'est que ma mère avait déjà rencontré quelqu'un d'autre, un homme nommé Richard Lambert. Et d'après ce que j'ai appris plus tard, leur relation avait commencé au moins 6 mois avant l'accident de mon père. Mon père n'était même pas encore froid dans sa tombe, et ma mère planifiait déjà sa fuite. 18 mois après les funérailles de papa, je me suis retrouvé dans une maison inconnue à Versailles, en banlieue parisienne, portant une unique valise dans la plus petite pièce, un ancien débarras aménagé avec une seule petite fenêtre. Ma mère avait épousé Richard Lambert lors d'une cérémonie à la mairie à laquelle je n'avais pas été invité. Ce n'était qu'une formalité, m'a-t-elle expliqué après coup. Rien qui ne mérite d'en faire tout un plat. La maison était celle de Richard, une belle demeure de 4 chambres avec une pelouse manucurée et un garage pour 2 voitures. Son fils Damien, 20 ans à l'époque, a eu la chambre d'amis principale avec salle de bain attenante. J'ai eu le placard. Damien conduisait une BMW neuve, un cadeau de son père pour son diplôme. Il se dirigeait vers une université prestigieuse à Nice, tous frais payés. Pendant ce temps, j'ai dû changer de lycée en classe de première, laissant derrière moi tous les amis que je m'étais fait. Quand le moment des inscriptions à l'université est arrivé, j'ai pris mon courage à 2 mains pour parler des frais de scolarité à ma mère. Maman, l'université où j'ai été accepté m'a offert une bourse partielle, mais il me manque encore environ 8 000 € par an. Pourrais-tu ? Elle ne m'a pas laissé finir. Léa, l'argent de l'assurance de ton père est destiné à reconstruire cette famille. Damien a besoin de soutien pour ses études loin d'ici. De plus, tu as bientôt 18 ans. Tu devrais apprendre à te débrouiller seul. Richard, qui faisait semblant de lire son journal à côté, a levé les yeux avec un sourire pincé. Cette maison n'entretient pas les parasites, a-t-il dit. Tu veux un diplôme ? Décroche une bourse complète. C'est comme ça que le monde réel fonctionne. Je les ai regardés, ma mère hochant la tête en accord avec les mots de son nouveau mari, et j'ai réalisé la vérité avec une clarté dévastatrice. À leurs yeux, je n'étais plus de la famille. J'étais un inconvénient, un vestige d'une vie que ma mère voulait oublier. Mais ce qu'ils ne savaient pas allait tout changer. La veille de ma remise de diplôme du baccalauréat,
allongé dans cette petite pièce exiguë, j'ai fait les comptes. Pas d'économie, pas de soutien familial, une bourse partielle qui laissait encore un trou de 8 000 € chaque année, et une date limite. Richard avait été clair, je devais avoir quitté la maison le jour de mes 18 ans. C'était dans 3 semaines. J'avais tout essayé. Des petits boulots au centre commercial, du soutien scolaire pour les plus jeunes, supplier ma mère pour une seule conversation, une vraie conversation sur mon avenir. À chaque fois, j'obtenais la même réponse, soit le silence, soit une variation du discours que j'avais déjà mémorisé. Nous avons des responsabilités envers cette famille, Léa. Les études de Damien coûtent cher. Tu dois apprendre l'indépendance. L'indépendance ? Comme s'il me rendait service en m'abandonnant. Cette nuit-là, en fixant le plafond taché d'humidité, j'ai senti le poids de tout m'écraser. Si j'abandonnais maintenant, je deviendrais exactement ce qu'ils croyaient déjà que j'étais, un échec, un fardeau, quelqu'un qui ne pouvait pas s'en sortir seul. Mais comment leur prouver le contraire quand on n'a rien ? Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. J'ai jeté un œil à l'écran. Un numéro inconnu avec un indicatif de Lyon. Un instant, j'ai failli l'ignorer. Probablement un spam ou une erreur, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Léa, dit une voix de femme, à la fois chaleureuse et prudente. C'est Patricia, ta tati Patricia, la sœur de David. Mon cœur s'est arrêté. Tati Patricia, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis l'enterrement. Maman avait coupé tout contact avec la famille de papa presque immédiatement après son remariage. Je sais que ta mère ne veut pas que nous nous parlions, continua Patricia. Mais il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Quelque chose que ton père t'a laissé. Ce week-end-là, j'ai dit à ma mère que je restais chez une camarade de classe pour une session de révision. Au lieu de ça, j'ai pris un bus pendant 6 heures pour Lyon. Tati Patricia m'a accueilli à la gare. Elle ressemblait tellement à papa, les mêmes yeux bienveillants, la même façon douce de pencher la tête quand elle écoutait. La ressemblance m'a frappé si fort que j'ai failli pleurer sur le quai. Merci d'être venu, dit-elle en me serrant dans ses bras. Je sais que ce n'était pas facile. Son appartement était petit, mais chaleureux. Des photos de papa jeune homme couvraient un mur. Des images que je n'avais jamais vues auparavant. Des souvenirs que ma mère avait effacés de notre maison. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine et Patricia a posé ses mains sur les miennes. Ta mère et moi ne nous sommes jamais entendus, a-t-elle admis. Mais ce n'est pas pour ça que je te dis ça. Je te le dis parce que David me l'a fait promettre. Elle a expliqué comment, après avoir épousé Hélène, mon père avait commencé à s'inquiéter discrètement. Pas pour l'amour, il aimait ma mère malgré tout, mais pour ce qui m'arriverait si quelque chose tournait mal. Ton père ne faisait pas confiance à Hélène avec l'argent, dit Patricia avec précaution. Il voyait comment elle dépensait, comment elle établissait ses priorités. Il avait peur que s'il lui arrivait quelque chose, tu te retrouves sans rien. Alors, il a tout prévu. J'ai cligné des yeux. Tout prévu ? Comment ? Patricia s'est levée et s'est dirigée vers un placard dans le couloir. Quand elle est revenue, elle portait une petite boîte en bois avec des charnières en laiton. Ton père m'a donné ça il y a 5 ans, dit-elle. Il m'a fait promettre de la garder en sécurité et de ne te la donner que lorsque tu en aurais vraiment besoin. Elle a posé la boîte sur la table entre nous. Je pense, ma chérie, que ce moment est arrivé. Mes mains tremblaient en ouvrant la boîte en bois. À l'intérieur, reposant sur du velours délavé, se trouvait un livret d'épargne. Le nom imprimé sur le devant était le mien, Léa Marie Dubois. Ton père a ouvert ce compte quand tu avais 3 ans, expliqua Patricia. Chaque mois, peu importe les difficultés, il y mettait quelque chose. 20 €, 50 €, parfois plus s'il faisait des heures supplémentaires. J'ai ouvert le livret à la dernière entrée. 47 000 €. La pièce est devenue floue. Je ne pouvais plus respirer. Il ne l'a jamais dit à ta mère, continua Patricia. Il avait peur qu'elle trouve une raison de le dépenser, alors il l'a gardé à ton nom, séparé de leur conjoint, et m'a confié les papiers. Sous le livret se trouvait une enveloppe jaunie par le temps. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de mon père, la même qui avait signé mes cartes d'anniversaire, mes bulletins scolaires, chaque autorisation pour chaque sortie scolaire. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Ma Léa chérie, commençait la lettre.
Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé d'essayer. J'ai continué à lire à travers mes larmes. Je sais que ta mère a ses défauts. Je sais qu'elle ne te fait pas toujours passer en premier. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Ça n'a jamais été de ta faute. Cet argent est à toi. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez bien. J'ai su depuis le jour de ta naissance que tu ferais des choses extraordinaires. La lettre se terminait par 3 mots. Je crois en toi. Pour la première fois depuis l'enterrement, je me suis laissé pleurer. Vraiment pleurer. Patricia a gardé la lettre originale. Quand tu auras besoin d'une preuve, dit-elle, je serai là. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais j'allais bientôt le découvrir. Je suis revenu à Versailles avec un secret brûlant dans ma poitrine. Ma mère m'attendait quand je suis entré, les bras croisés, l'expression froide. Où étais-tu vraiment? Je t'ai dit, un groupe de révision. Ne me mens pas, Léa. Madame Rousseau a appelé pour chercher sa fille. Elle a dit qu'il n'y avait pas de session de révision ce week-end. J'ai posé mon sac, je l'ai regardé dans les yeux. Je suis allé voir Tati Patricia. La couleur a quitté son visage. Un instant, quelque chose a vacillé. La peur, peut-être, ou la culpabilité. Puis cela s'est durci en colère. Je t'ai dit que nous ne parlions plus à ce côté de la famille. Tu me l'as dit, tu ne me l'as pas demandé. C'est ma maison. Mes règles. En fait, dis-je doucement, c'est la maison de Richard. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de rompre. Richard est apparu dans l'encadrement de la porte, attiré par nos voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est allée à Lyon, dit ma mère, voir la sœur de David. La lèvre de Richard s'est retroussée. Celle qui n'a pas pu garder ses opinions pour elle au mariage où elle n'était pas invitée. Il s'est approché. Écoute-moi bien. Tu vis sous mon toit. Tu suis mes règles. Et ma règle est que nous ne fréquentons pas les gens qui manquent de respect à cette famille. C'est ma famille, dis-je, la famille de mon père. Ton père est mort. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ma mère n'a rien dit. N'a rien fait. Richard a souri. Après la remise des diplômes, tu es dehors. Pas de négociation. Pas de seconde chance. Commence à réfléchir où tu vas aller. J'ai soutenu son regard. Sans ciller. Ne t'inquiète pas, dis-je. J'ai déjà tout prévu. Je suis passé devant eux pour rejoindre ma petite chambre et j'ai fermé la porte. 3 semaines. C'est tout ce que j'avais à endurer, et ensuite je serai libre. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un soleil de juin parfait et un siège vide là où ma famille aurait dû être. J'ai traversé la scène seul, j'ai accepté mon diplôme seul, j'ai souri pour le photographe qui a demandé si quelqu'un voulait prendre des photos avec moi, puis j'ai secoué la tête et j'ai continué à marcher. Ma mère et Richard avaient d'autres priorités. Damien avait besoin d'une nouvelle voiture pour sa première année à Nice. Quelque chose de sportif, quelque chose qui ferait la bonne impression. Ils avaient passé la matinée chez le concessionnaire. J'ai passé la matinée à faire mes valises. 2 valises. C'est tout ce que je possédais. Tout ce que j'avais accumulé en 18 ans tenait dans 2 sacs à roulettes avec de la place en trop. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à ce débarras qui avait été ma chambre. Le plafond taché d'humidité, la petite fenêtre qui ne laissait jamais entrer assez de lumière, les murs nus que je n'avais jamais eu le droit de décorer. J'ai posé une note sur le comptoir de la cuisine. Merci de m'avoir appris exactement sur qui je peux compter. Puis j'ai appelé un taxi, je suis allé à la gare routière et j'ai acheté un aller simple pour Paris. Tati Patricia avait déjà arrangé un petit studio près du campus où je commencerais à l'automne. Le loyer était abordable. Le quartier était sûr. Et pour la première fois en 2 ans, j'avais une porte que je pouvais fermer à clé sans demander la permission. Je me suis assise sur le matelas nu cette première nuit, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'ai failli ne pas le reconnaître. La liberté. Une liberté terrifiante et exaltante. Je ne savais pas alors que je ne parlerais plus à ma mère pendant près d'une décennie. Je ne savais pas que la prochaine fois que je la verrais,
je tiendrais un cadeau d'une valeur supérieure à tout ce qu'elle m'avait jamais donné. Tout ce que je savais, c'est que j'avais survécu. Et maintenant, j'allais construire. 10 ans, c'est long pour garder le silence. En première année de fac, j'étais serveuse dans un café près du campus, travaillant 30 heures par semaine entre les cours. Certaines nuits, je survivais avec des viennoiseries de la veille et du café noir. Je dormais 5 heures si j'avais de la chance. Je n'ai jamais manqué un seul devoir. En deuxième année, j'ai décroché un stage dans une petite agence de design d'intérieur en ville. La paie était dérisoire, à peine assez pour un ticket de métro, mais j'ai appris plus en 6 mois que la plupart des gens n'apprennent en 6 ans. Ma patronne a remarqué mon sens du détail. Elle a commencé à me confier de vrais projets. En troisième année, le bouche-à-oreille a fonctionné. Des clients ont commencé à me demander spécifiquement. J'ai commencé à travailler en freelance à côté, transformant de minuscules appartements en espaces où les gens voulaient vraiment vivre. Mon portfolio s'est étoffé, mes économies aussi. En dernière année, j'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien et les félicitations du jury. 3 agences m'ont offert des postes. J'ai pris celle qui promettait le plus de possibilités d'évolution. À 25 ans, j'ai été promu chef de projet dans une prestigieuse agence parisienne. Mes projets étaient publiés dans des magazines spécialisés. Des clients avec des budgets à 7 chiffres me demandaient nommément. À 27 ans, j'ai ouvert mon propre studio, Léa Dubois Intérieur. Une petite équipe, une réputation grandissante, et une liste de clients qui comprenaient certaines des adresses les plus influentes de la ville. Pendant tout ce temps, j'ai gardé ma réussite privée. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews publiques, aucune chance que certaines personnes découvrent ce que j'étais devenu. Tati Patricia était la seule à tout savoir. Elle était devenue ma famille à tous les égards importants. Et puis il y a eu Marc. Je l'ai rencontré lors d'un événement de networking en architecture quand j'avais 26 ans. Il était gentil, patient. Il ne m'a jamais poussé à affronter mon passé avant que je ne sois prête. Ma mère n'a jamais appelé, pas une seule fois en 10 ans. J'étais sur le point de découvrir pourquoi. L'invitation est arrivée un jeudi de fin septembre. J'ai failli la jeter, pensant que c'était du courrier indésirable. Une de ces demandes de gala de charité sur papier glacé qui parviennent à quiconque possède un code postal parisien. Mais l'adresse de l'expéditeur m'a fait m'arrêter. Résidence Lambert, Versailles. À l'intérieur se trouvait un carton épais de couleur crème avec des lettres argentées en relief. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 15e anniversaire de mariage d'Hélène et Richard Lambert. 15 ans. Ma mère était mariée à cet homme depuis 15 ans, et c'était la première fois qu'elle me contactait. J'ai appelé Tati Patricia ce soir-là. J'ai reçu quelque chose d'étrange par la poste aujourd'hui. Quand je lui ai raconté, elle est restée silencieuse un long moment. J'ai entendu des choses, dit Patricia avec précaution. Par de vieux amis du quartier. Les affaires de Richard ne vont pas très bien. Quelque chose à propos d'une expansion ratée. Ils ont dû faire des coupes. Donc, ils ont assez de difficultés pour que les gens les remarquent. Ta mère a été moins généreuse dans ses apparitions caritatives dernièrement. L'adhésion au country club serait apparemment remise en question. J'ai regardé l'invitation sur le comptoir de ma cuisine. Tu penses que c'est pour ça qu'ils veulent que je sois là? Je pense que ta mère n'a jamais rien fait sans raison. Elle avait raison. Hélène Dubois, Hélène Lambert maintenant, fonctionnait par calcul. Si elle tendait une branche d'olivier après une décennie de silence, ce n'était pas parce que je lui manquais. C'était parce qu'elle voulait quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Patricia. J'ai repris l'invitation, passant mon pouce sur les lettres en relief. Je vais y aller. Tu es sûr? Pas pour elle. Pour moi. J'ai besoin de clore ce chapitre. Patricia a fait une pause. Si tu as besoin de renfort, j'ai toujours la lettre de ton père. Je n'avais pas oublié. Je n'oublierai jamais. Les semaines précédant la fête, je me suis surprise à faire quelque chose d'inattendu. J'ai acheté un cadeau. Marc m'a regardé l'emballer sur notre table à manger. Une boîte élégante recouverte de papier de soie bleu marine, terminée par un ruban d'argent. Son expression oscillait entre la confusion et l'inquiétude. Tu leur apportes vraiment quelque chose. Je sais ce que ça peut paraître. Aide-moi à comprendre alors.
Ces gens t'ont traité comme une moins que rien. Ils t'ont mise à la porte. 10 ans de silence et maintenant tu leur achètes un cadeau. J'ai lissé le ruban avec soin, alignant le nœud. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de la personne que je veux être. À l'intérieur de la boîte se trouvait une unique clé sur un coussin de velours. En dessous, un acte de propriété. Un appartement de 3 pièces dans un quartier calme de Paris. Pas accent grave-l'œil, mais solide. Sûr. Le genre d'endroit où quelqu'un pourrait tout recommencer. 450 000 euros. De l'argent que j'avais gagné moi-même. Euro par euro, nuit blanche après nuit blanche. Je voulais lui donner une chance, ai-je expliqué, une vraie. Si elle a changé, s'il y a une partie d'elle qui regrette ce qui s'est passé, cela pourrait être un nouveau départ. Marc m'a pris la main. Et si elle n'a pas changé? Alors au moins, je saurais que j'ai essayé. Il n'a pas discuté. C'était l'une des choses que j'aimais chez lui. La veille de la fête, j'ai glissé quelque chose dans ma pochette. Une copie de la lettre de mon père ainsi que des documents montrant l'historique du compte épargne. La preuve que tout ce que j'avais, je l'avais construit sur les fondations qu'il m'avait données. Pas volé, pas emprunté, à moi. J'espérais ne pas en avoir besoin. Mais j'avais appris il y a longtemps que l'espoir et la préparation ne sont pas la même chose. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais au-devant de quelque chose de bien pire que ce que j'avais imaginé. Permettez-moi de faire une pause ici une seconde. Je suis vraiment curieuse. Si vous étiez à ma place, seriez-vous allé à cette fête? Mettez oui dans les commentaires si vous les auriez affrontés, ou non si vous pensez que j'aurais dû rester loin. Et si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime pour que je sache que je dois continuer. Très bien, retournons à cette soirée. Le country club ressemblait exactement à ce dont je me souvenais des photos que ma mère publiait avant d'arrêter de publier quoi que ce soit. Des lustres en cristal tombant de plafond voûté. Des tables dressées de lin blanc. Un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Environ 50 invités déambulant avec des flûtes de champagne, leur rire résonnant sur le sol en marbre. Je suis entré seul, les têtes se sont tournées, les chuchotements ont suivi. C'est la fille d'Hélène? Celle qui a disparu? J'ai entendu dire qu'elle galérait, qu'elle vivait au jour le jour quelque part en ville. J'ai gardé une expression neutre. Ma robe de cocktail noir était simple mais chère, le genre d'élégance discrète que les gens qui ont vraiment de l'argent reconnaissent. Mes cheveux étaient tirés en un chignon bas. Dans mes mains, je portais la boîte bleu marine. J'ai repéré ma mère de l'autre côté de la pièce avant qu'elle ne me voie. Hélène Lambert se tenait au centre d'un groupe de femmes, gesticulant avec animation, ses bijoux d'anniversaire en argent captant la lumière. Elle avait bien vieilli, ou chèrement. Son sourire était éclatant et étudié, le sourire de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner sa performance publique. Puis ses yeux m'ont trouvé. Le sourire s'est figé juste une seconde. Une lueur de quelque chose. Surprise, calcul, agacement. Avant que le masque ne se remette en place. Elle n'est pas venue me saluer. N'a pas fait de signe de la main. M'a juste fait un léger signe de tête, comme on pourrait saluer le traiteur. Léa. Je me suis retourné. Damien se tenait derrière moi, une coupe de champagne à la main, un sourire narquois comme si nous étions de vieux amis. Alors, le retour de la fille prodigue. Il m'a jaugé de la tête aux pieds. Tu viens mendier des miettes? J'ai soutenu son regard calmement. J'ai été invité. Bien sûr que tu l'as été. Il s'est approché. Un conseil, ne te ridiculise pas. Personne ici ne se soucie de toi. J'ai souri légèrement. Alors personne ne devrait s'en plaindre si je reste. Damien n'avait pas changé. 32 ans et vivant toujours de l'argent de son père. De ce qu'il en restait, en tout cas. J'avais fait mes recherches. Le diplôme de Nice n'avait mené à rien. Il avait enchaîné les postes de consultant, chacun plus vague que le précédent, avant de rentrer à la maison pour travailler pour Richard à un poste de direction inventé de toutes pièces. Laisse-moi deviner, dit-il en faisant tourner son champagne. Tu es là pour une aumône. Je suis là parce que j'ai reçu une invitation. C'est ça, dit-il en riant. Ma belle-mère a eu pitié de toi. Elle a dit que tu te pointerais probablement avec quelque chose d'Emmaüs,
mais qu'on devait quand même être aimable. J'ai senti la brûlure familière de la colère, mais j'avais eu 10 ans pour apprendre à la contenir. C'est ce qu'elle a dit à tout le monde? Entre autres choses. Damien s'est penché d'un air conspirateur. Que tu n'arrivais pas à garder un travail. Que tu rejetais la faute de tes problèmes sur tout le monde. Que tu es pratiquement SDF. Voilà donc le récit. Ma mère avait passé une décennie à me dépeindre comme un exemple à ne pas suivre. La fille ingrate qui ne pouvait pas survivre seule. Intéressant, dis-je calmement. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'elle parle de moi tout court, vu qu'elle ne m'a pas appelé en 10 ans. Le sourire narquois de Damien a légèrement vacillé. Peu importe. Ne fais juste pas de scène. Il a hoché la tête vers le cadeau dans mes mains. Et ne t'attends pas à ce que quelqu'un soit impressionné par ça. On sait tous que tu ne peux rien t'offrir de décent. J'ai pensé à le lui dire, j'ai pensé à regarder son visage changer quand il réaliserait exactement qui j'étais devenu. Mais pas encore, pas comme ça. Excuse-moi, dis-je. Je devrais aller féliciter les heureux mariés. Je suis passé devant lui en direction de la table principale où ma mère était assise comme une reine observant sa cour. La boîte semblait plus lourde à chaque pas. La table s'est tue à mon approche. Richard était assis à la droite de ma mère, sirotant un whisky. Son visage s'était durci au fil des ans, des rides plus profondes, un sillon permanent entre ses sourcils. Le regard qu'il m'a lancé était le même que celui qu'il portait le jour où il m'a dit de partir. Je me suis arrêté devant eux et j'ai posé la boîte sur la table. Joyeux anniversaire, maman. Ma mère a jeté un coup d'œil au cadeau comme s'il pouvait la mordre. Puis elle s'est tournée vers les femmes à ses côtés, un groupe d'habitués du country club en paire les robes de créateurs, et Harry. Oh, regardez. Ma fille a décidé de se montrer, finalement. Les femmes ont échangé des regards, des sourires polis qui n'atteignaient pas leurs yeux. C'est une jolie boîte, a offert l'une d'elles. Ma mère n'y a pas touché. Je suis sûr que c'est très attentionné. Elle a souligné le mot comme si c'était une blague. Léa n'a jamais été très douée avec les cadeaux, ni avec l'argent, ni avec l'organisation en fait. Richard a reniflé. Tu te souviens du Noël où elle nous a offert ces cadres photos faits maison? Des rires ont parcouru la table. Qu'y a-t-il dedans? A demandé une autre femme. Ma mère a haussé les épaules de manière théâtrale, poussant la boîte de côté. Probablement quelque chose d'un rayon de solde. C'est à peu près tout ce qu'elle peut se permettre de nos jours. Sa voix était plus forte maintenant. En pleine représentation. C'est ma fille, tout le monde. Celle dont je vous ai parlé. Elle a fait un geste vers moi comme si j'étais une pièce de musée. Elle n'a pas appelé depuis des années. N'a pas réussi à finir ses études correctement. Et maintenant, elle se présente ici avec. Elle a fait un geste dédaigneux vers la boîte. Maman. Ne m'appelle pas maman. Ses yeux se sont durcis. Je sais pourquoi tu es là. Tu as entendu que nous nous en sortions bien, et tu es venu chercher une aumône. Comme toujours. La pièce était devenue silencieuse. Des dizaines d'yeux me fixaient. Tu es une profiteuse, Léa. Tu l'as toujours été. Richard s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Il a attrapé la boîte et l'a poussée vers moi avec une telle force que j'ai dû la rattraper contre ma poitrine. On n'a pas besoin de ton cadeau bas de gamme. Sa voix a porté à travers la pièce. Reprends-le et sors d'ici. Et ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. Il a raison. Tu te ridiculises. Le silence était absolu. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. 50 paires d'yeux me brûlaient. Certains pleins de pitié, d'autres de curiosité, d'autres simplement amusés par le spectacle. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, le poids de chaque jugement, de chaque supposition, de chaque mensonge que ma mère avait raconté sur moi. Une femme plus âgée près du fond a secoué légèrement la tête. Un serveur s'est figé au milieu d'un pas, une bouteille de champagne à la main. Quelqu'un a murmuré quelque chose qui ressemblait à la pauvre. Un instant, j'ai revu mon moi de 16 ans, debout dans ce couloir, se faisant dire qu'il n'y avait pas d'argent pour ses études. J'ai revu mon moi de 18 ans, portant 2 valises vers la porte. J'ai revu chaque version de moi à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez, qu'elle ne serait jamais assez.
puis j'ai senti autre chose monter en moi. Quelque chose qui s'était construit pendant 12 ans. Le calme. J'ai regardé ma mère, Richard, la foule d'inconnus qui pensaient connaître mon histoire. Et j'ai ri. Pas un rire amer, ni moqueur. Un vrai rire doux de libération. Qu'est-ce qui est si drôle, a lancé ma mère. Rien. J'ai tenu la boîte fermement. Je pense juste que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de refuser. Pardon? J'ai commencé à dénouer le ruban d'argent. Vous vouliez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. J'ai soulevé le couvercle. Laissez-moi montrer à tout le monde. La pièce s'est penchée collectivement. Même le rictus de Richard a vacillé d'incertitude. Ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette pièce ne l'oublierait jamais. J'ai posé la boîte ouverte sur la table pour que tout le monde puisse voir. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours bleu marine, se trouvait une unique clé en argent. En dessous, pliée avec précision, se trouvaient des documents officiels. J'ai d'abord soulevé la clé, la laissant capter la lumière. Ceci, dis-je, ma voix stable, est la clé d'un appartement de 3 pièces à Paris. Dans le 16e arrondissement, immeuble avec gardien. Bonnes écoles à proximité. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai déplié les documents, les ai tenus en l'air. Ceci est l'acte de propriété, entièrement payé. Pas d'hypothèque. J'ai fait une pause. Évalué à environ 450 000 €. La bouche de ma mère s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. J'allais te le donner. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un endroit où tu pourrais aller si jamais tu avais besoin d'un nouveau départ. Un cadeau de ta fille. La femme à côté de ma mère, que je ne reconnaissais pas, a eu un hoquet audible. Toi? Où as-tu trouvé un tel argent? La voix d'Hélène avait perdu sa qualité théâtrale. Maintenant, elle était juste brute. Je l'ai gagnée. En faisant quoi? En dirigeant ma propre entreprise, Léa Dubois Intérieur. Nous sommes spécialisés dans le design résidentiel haut de gamme. J'ai laissé cela s'installer. Vous avez peut-être vu notre travail dans Architectural Digest au printemps dernier. Les chuchotements se sont intensifiés. Un homme près du bar a sorti son téléphone, tapant rapidement. C'est impossible, a lâché Damien de quelque part derrière moi. Tu mens. Cherche sur Google. Le visage de Richard était devenu d'un rouge alarmant. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. Maman, tu as dit à tout le monde que je galérais, ai-je continué. Que je ne pouvais pas garder un travail, que j'étais pratiquement SDF. J'ai fait un geste vers la boîte. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui galère? Personne n'a répondu. La première fissure était apparue dans l'histoire soigneusement construite de ma mère, et je n'avais pas encore fini. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'une femme plus âgée s'avance, aux cheveux d'argent, élégante, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. Je l'ai reconnue sur les photos de l'enterrement que j'avais gardées. Éléonore Bernard, l'une des plus anciennes amies de mon père. Hélène. Sa voix était froide et précise. Tu m'as dit que ta fille était au chômage, qu'elle vivait de la générosité d'étrangers, qu'elle refusait de prendre tes appels. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Madame Bernard, dis-je en lui faisant un signe de tête respectueux. C'est un plaisir de vous revoir. Léa, ma chère. L'expression d'Éléonore s'est légèrement adoucie. Je suis heureuse de voir que tu vas bien. Malgré ce que l'on m'a fait croire. Un murmure a parcouru les invités. D'autres téléphones sont sortis. Je pouvais voir les gens chercher, lire, montrer des écrans les uns aux autres. C'est vraiment une designer, a chuchoté quelqu'un. Il y a tout un site web. Je me suis retourné vers ma mère. Tu ne m'as jamais appelé, maman. Pas une seule fois en 10 ans. Alors, où as-tu obtenu tes informations sur ma vie? Silence. Tu ne les as pas obtenues, ai-je répondu pour elle. Tu les as inventées. Tu as raconté aux gens l'histoire qui te faisait passer pour la victime. Je protégeais la réputation de notre famille. En mentant sur ta propre fille? Éléonore a croisé les bras. Hélène, est-ce vrai? Tu as fabriqué des histoires sur ton propre enfant?
Richard a attrapé le bras de ma mère. Ne réponds pas à ça. Pourquoi pas? J'ai gardé ma voix égale. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à cacher? La salle regardait maintenant, comme des spectateurs à un procès. Je pouvais voir le changement s'opérer, le doute se propager comme des fissures dans la glace. Puisque nous sommes dans l'honnêteté, ai-je continué, parlons de ce qui s'est vraiment passé après la mort de mon père, de l'argent de l'assurance, de là où il est vraiment allé. Ma mère est devenue livide. Léa, Ne quoi? Dire la vérité? J'ai fouillé dans ma pochette. J'ai sorti un morceau de papier plié, jauni sur les bords, froissé par des années de manipulation soigneuse. Ceci est une lettre, dis-je, écrite par mon père, David Dubois, avant sa mort. La main d'Éléonore s'est portée à son cœur. Ton père t'a écrit une lettre? Oui. Je l'ai dépliée lentement. Et je pense que tout le monde ici devrait en entendre une partie. Ma mère s'est jetée en avant. Donne-moi ça. Richard l'a retenu, son propre visage cendré. J'ai commencé à lire. Ma Léa chérie, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. Ma voix est restée stable malgré le tremblement dans ma poitrine. Je sais que ta mère a ses défauts. Je sais qu'elle ne te fait pas toujours passer en premier. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Ça n'a jamais été de ta faute. Une femme près du premier rang a essuyé ses yeux. J'ai mis de l'argent de côté pour toi, séparé de tout ce que ta mère peut toucher. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez bien. J'ai baissé la lettre. Mon père savait. J'ai regardé ma mère. Il savait que s'il lui arrivait quelque chose, tu ne t'occuperais pas de moi. Alors il a pris d'autres dispositions. David a écrit ça. La voix d'Éléonore était à peine un murmure. Hélène, tu m'as dit qu'il n'avait rien laissé pour Léa, que l'assurance couvrait à peine les funérailles. Ma mère n'a rien dit. L'indemnité d'assurance était de plus de 200 000 €, dis-je doucement. Je n'en ai jamais vu un centime. Elle est allée dans cette maison, les études de Damien, une nouvelle voiture, une adhésion au country club. Le murmure de la foule était devenu un grondement sourd. Richard a tiré ma mère près de lui chuchotant de manière urgente. Elle ressemblait à une femme regardant son monde soigneusement construit s'effondrer. Pour la première fois en 12 ans, elle n'avait pas de scénario. Je dois faire une pause ici un instant. Pouvez-vous deviner comment ma mère a réagi à tout cela? Mettez votre prédiction dans les commentaires. J'aimerais voir si quelqu'un devine juste. Et si cette histoire vous touche personnellement, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment plus de gens à trouver ces vidéos, surtout ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre cela. Maintenant, voici ce qui s'est passé ensuite. Ma mère s'est rétablie plus vite que je ne l'avais prévu. Des larmes ont rempli ses yeux. Les mêmes larmes que je l'avais vue convoquer d'innombrables fois auparavant lorsqu'elle avait besoin de sympathie. Léa, ma chérie. Sa voix s'est brisée parfaitement. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je ne réalisais pas à quel point je t'avais blessé. Elle a tendu la main vers la boîte. Laisse-moi arranger les choses. Nous pouvons tout recommencer. Je suis ta mère. J'ai retiré la boîte avant que ses doigts ne puissent la toucher. Non. Le mot a flotté dans l'air. Comment ça, non? Les larmes ont séché instantanément, remplacées par quelque chose de plus vif. J'ai apporté ce cadeau pour quelqu'un qui le méritait, quelqu'un qui pourrait réellement vouloir une vraie relation. J'ai refermé le couvercle avec un clic doux. Tu n'es pas cette personne. Tu ne peux pas me faire ça. Sa voix s'est élevée. Pas devant tout le monde. C'est toi qui as commencé. La pièce était devenue d'un silence de mort. Il y a 5 minutes, tu m'as traité de profiteuse devant chaque personne ici présente, ai-je dit. Tu leur as dit que j'étais sans valeur, que je ne pouvais pas survivre seul. Tu leur dis ça depuis 10 ans. C'était différent. Comment? J'ai glissé la boîte sous mon bras. Tu m'as humilié publiquement. Tu as menti sur moi publiquement. Et maintenant tu veux ce que j'ai. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Éléonore s'est approchée, observant l'échange avec un mélange de fascination et de quelque chose qui ressemblait à du respect. Pour être honnête,
Ai-je continué, je suis venu ici en espérant que tu avais changé, en espérant qu'il y avait une version de toi qui voulait réellement une fille, pas une cible. Le masque de ma mère est tombé complètement. Une fureur pure a éclaté en dessous. Espèce de petite ingrate. Je suis reconnaissante, les yeux coupés. Reconnaissante d'avoir appris très tôt exactement qui tu es. Je me suis tourné vers la porte. Cet appartement ira à quelqu'un qui m'aime vraiment. Richard m'a barré le chemin avant que j'atteigne la sortie. Attends un peu. Sa voix avait changé pour quelque chose de presque amical. Le ton d'un vendeur sentant une affaire lui échapper. Ne soyons pas hâtifs. Nous sommes une famille. Les familles ont des désaccords. Nous ne sommes pas une famille. Tu as été clair là-dessus il y a 12 ans. Des choses ont été dites sous le coup de la colère. Tu m'as dit que ta maison n'entretenait pas les parasites. J'ai soutenu son regard sans ciller. Alors je suis parti et j'ai construit la mienne. De quoi te plains-tu maintenant? Damien est apparu à l'épaule de son père. Écoute, je sais que nous n'avons pas toujours. Il s'est interrompu, cherchant des mots dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. Mais c'est de la folie. Tu ne peux pas juste partir avec un appartement d'un demi-million d'euros. Je peux faire ce que je veux avec mon argent. C'est juste. Damien a ri nerveusement. Allez. On est pratiquement frères et sœurs. Nous sommes des étrangers qui ont partagé une maison pendant 2 ans. Et dans cette maison, tu as tout eu. J'ai eu un placard. Richard a réessayé. Et si nous parlions de ça comme des adultes? Peut-être qu'il y a un arrangement. Les arrangements ne m'intéressent pas. Je suis passé devant eux. Ma mère s'était levée de sa chaise, le maquillage coulant là où les larmes avaient coulé. De vraies larmes maintenant, peut-être. Ou juste une meilleure performance. Léa. Sa voix s'est brisée. Léa, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Donne-moi juste une chance. Je me suis arrêté à la porte, me suis retourné une dernière fois. Tu as eu des chances, maman. 12 ans de chance. Tu t'es choisi toi-même à chaque fois. J'ai regardé la salle pleine de témoins, leurs visages choqués, leurs conversations chuchotées, leurs téléphones toujours serrés dans des mains manucurées. Quand tu seras prête pour une vraie relation, une relation basée sur le respect, pas sur ce que tu peux obtenir de moi, tu as mon numéro. Je suis sorti dans la nuit fraîche d'octobre. La porte s'est refermée derrière moi comme un point final. Marc m'attendait quand je suis rentré. Il n'a pas posé de questions au début, il m'a juste prise dans ses bras et m'a serré pendant que l'adrénaline se dissipait lentement. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. J'ai vraiment considéré la question. Libre. Il a souri. Bonne réponse. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'ai enlevé mon manteau. Puis il n'a plus cessé. 47 appels manqués de ma mère. 12 de Richard. 8 de Damien. Des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des invités de la fête qui avaient obtenu mes coordonnées. Les SMS sont afflués les uns après les autres. Léa, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. Je suis tellement désolé. Je ne pensais rien de tout ça. Tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. Appelle-moi, s'il te plaît. Marc a regardé l'écran s'allumer encore et encore. Tu vas répondre à l'un d'eux. Pas ce soir. J'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai posé face contre table sur le comptoir. Peut-être jamais. Nous avons commandé à emporter et manger sur le canapé pendant que la ville scintillait derrière nos fenêtres. Mon téléphone s'allumait périodiquement dans ma vision périphérique, une pulsation persistante de désespoir que je ne me sentais plus obligé de reconnaître. Et maintenant, a demandé Marc. Je ne sais pas. Je me suis appuyé contre lui, me laissant enfin sentir à quel point j'étais épuisé. Je leur ai donné la vérité. Ce qu'ils en font, c'est leur problème. Et l'appartement? J'ai souri. J'ai quelqu'un en tête. Pour la première fois en 12 ans, le poids que je portais, la conscience constante d'être indésirable pour les personnes qui étaient censées m'aimer le plus, semblait plus léger. Peut-être qu'il ne disparaîtrait jamais complètement. Mais ce soir, en regardant les lumières de la ville avec quelqu'un qui m'avait choisi librement, c'était suffisant.
Plus que suffisant. Les retombées sont arrivées par morceaux au cours de la semaine suivante. Tati Patricia a appelé la première, contenant à peine sa satisfaction. Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu. Éléonore Bernard, il s'est avéré, avait un cercle social assez large. Le lundi matin, l'histoire de la fête d'anniversaire s'était répandue dans tous les groupes de femmes, comités de charité et salles à manger de country club dans un rayon de 80 km. Hélène a essayé de limiter les dégâts, a rapporté Patricia. Elle a dit à tout le monde que tu avais mal compris. Que la lettre n'était pas réelle. Que tu avais toujours été difficile. Est-ce que quelqu'un l'a cru? Pas après que 3 invités différents ont confirmé qu'ils avaient cherché ton entreprise sur Google pendant la fête. La voix de Patricia portait une note de satisfaction sinistre. Ton site web a eu 1500 visiteurs ce soir-là. Les conséquences professionnelles sont venues ensuite. Richard, j'ai appris, était en train de négocier un contrat majeur avec un fournisseur régional. Le PDG du fournisseur était un ami proche d'Éléonore Bernard. Après avoir entendu ce qui s'était passé à la fête, ils avaient demandé un délai supplémentaire pour examiner les termes. Ce délai s'est étiré sur des semaines. L'accord a finalement été conclu, mais à des conditions nettement moins favorables. La mère de Damien, la première femme de Richard, a apparemment eu vent du drame par son propre réseau social. Elle a appelé Damien pour lui exprimer sa profonde déception quant à la façon dont il avait traité sa demi-sœur et a réduit de moitié son soutien financier mensuel. Rien de tout cela ne m'a apporté de la joie. Je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux de ma mère pour des signes de souffrance ni compté les façons dont le karma avait équilibré la balance. Mais il y avait quelque chose de tranquillement satisfaisant à savoir que la vérité était enfin connue. Pendant des années, ma mère avait contrôlé le récit. Maintenant, le récit s'était corrigé de lui-même. Patricia m'a demandé si je regrettais quoi que ce soit. Non, ai-je dit, j'aurais juste aimé le faire plus tôt. Elle a ri. Ton père serait fier. Je l'espérais. 2 semaines après la fête, j'ai répondu à l'appel de ma mère une seule fois, pour clore le chapitre. Léa. Sa voix était rauque, dépouillée de son vernis habituel. Merci de décrocher. J'ai failli ne pas le faire. Une longue pause. Je sais. Je comprends. J'ai attendu. Je veux que tu saches. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as dit, au choix que j'ai fait. Je sais que je n'ai pas été la mère dont tu avais besoin. C'était le moment où j'étais censé dire que ce n'était pas grave, que je lui pardonnais, que nous pouvions repartir à zéro. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu regrettes spécifiquement, maman? Silence. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu regrettes de t'être fait prendre, pas ce que tu as réellement fait. Ce n'est pas elle s'est arrêtée. A recommencer. Quand ton père est mort, j'étais terrifié. J'ai grandi sans rien. Ma mère a été abandonnée avec 3 enfants et pas d'argent. Je me suis juré que ça ne m'arriverait jamais. Alors tu m'as abandonné à la place. Je ne le voyais pas comme ça. Je sais. C'est ça le problème. Je l'ai entendu pleurer. De vrais pleurs cette fois. Le genre laid, sans grâce. Je voulais juste être en sécurité, a-t-elle murmuré. J'avais tellement peur de finir sans rien. Je comprends la peur. J'ai gardé ma voix douce mais ferme. Mais avoir peur ne te donne pas le droit de blesser les gens qui dépendent de toi. Que puis-je faire? Comment puis-je arranger ça? Je ne sais pas si tu peux. J'ai pris une inspiration. Mais si tu veux une quelconque relation avec moi à l'avenir, elle doit être réelle, égale, sans manipulation, sans histoire sur moi à tes amis. D'accord? Et sans appeler pour demander de l'argent ou des faveurs. Une pause plus longue. Je comprends. Je l'espère, maman. Je l'espère vraiment. J'ai raccroché. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une limite. 6 mois plus tard, j'ai donné l'appartement. Pas à ma mère, à Tati Patricia. Elle se tenait dans le salon vide, des larmes coulant sur son visage, la clé serrée dans sa main comme une bouée de sauvetage. Léa, je ne peux absolument pas si, tu peux. Je l'ai serré fort dans mes bras. C'est toi qui m'as sauvé. Tu as tenu la promesse de papa quand personne d'autre ne l'a fait. C'est à toi.
Elle avait passé 30 ans dans ce minuscule appartement de Lyon, remboursant ses dettes d'école d'infirmière, faisant des gardes doubles à l'hôpital. Elle méritait un endroit avec une belle lumière, un gardien et des voisins qui apportent des biscuits à Noël. L'article dans Architectural Digest a mené à 3 nouveaux clients de haut vol. Mon équipe est passée de 4 à 7 personnes. Marc et moi nous sommes fiancés un mardi soir tranquille. Pas de fanfare, pas de public, juste nous deux et une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. J'ai construit une famille, pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai choisie. Patricia, Marc, ma colocataire de fac qui m'avait laissé dormir sur son sol pendant les années difficiles. Ma première patronne qui avait cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Ma mère appelait une fois par mois. Des conversations courtes, superficielles. Elle n'a plus jamais demandé de nouvelles de l'appartement. Les affaires de Richard se sont stabilisées finalement. Damien a trouvé un vrai travail selon les rumeurs, quelque chose dans la vente. S'ils avaient vraiment changé ou juste appris à mieux cacher leur vraie nature, je ne saurais le dire. Cela n'avait plus d'importance. J'avais passé tant d'années à attendre que ma mère m'aime comme j'en avais besoin, qu'elle me choisisse, qu'elle prouve que je valais quelque chose. Ce que j'ai finalement compris, c'est que je posais la mauvaise question depuis le début. La vraie question n'était pas de savoir si je méritais d'être aimé. C'était de savoir si elle en était capable. Parfois, tard le soir, j'écris des lettres que je n'enverrai jamais. Celle-ci est adressée à une jeune fille de 16 ans, debout dans un couloir, se faisant dire qu'elle ne vaut pas un investissement de 8 000 €. Chère Léa, je sais que tu as peur en ce moment. Je sais que tu es allongée dans cette petite chambre au plafond taché, te demandant si tout le monde a raison à ton sujet. Si tu es vraiment aussi sans valeur qu'ils te le font sentir. Tu ne le es pas. Les gens qui étaient censés te protéger se sont choisis eux-mêmes à la place. C'est leur échec, pas le tien. Leur incapacité à aimer ne signifie pas que tu n'es pas aimable. Tu vas survivre à ça. Plus que survivre, tu vas construire quelque chose de magnifique à partir des décombres. Ce ne sera pas facile. Il y aura des nuits où tu pleuras jusqu'à t'endormir et des matins où tu ne seras pas sûr de pouvoir continuer. Continue quand même. Un jour, tu te tiendras dans une pièce pleine de gens qui croient le pire de toi et tu leur diras la vérité sans ciller. Tu partiras la tête haute et le cœur intact. Et tu comprendras enfin que leur approbation n'a jamais été ce dont tu avais besoin. Ce dont tu avais besoin, c'était la permission de croire en toi. Papa te l'a déjà donné. Le reste dépend de toi. Je ferme le journal et regarde par la fenêtre la ville qui s'étend sous moi. Le soleil se lève sur Paris, rose et or et plein de promesses. Mon père avait raison. J'ai volé haut, non pas à cause de l'argent qu'il m'a laissé, mais parce qu'il m'a appris à quoi ressemble le véritable amour. Patient, désintéressé, inconditionnel. C'est ça l'héritage qui compte. Pas des euros sur un compte, mais la certitude profonde que je suis digne d'être bien aimé. J'ai appris cela d'un homme qui est parti depuis 12 ans. Et je le porte avec moi chaque jour. Voilà mon histoire. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez diminué, rejeté, ou si l'on vous fait croire que vous n'êtes pas assez, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de partir. Et vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous aimer.